la rave party, il y a une image, Jordan Florentin est allé sur place. Les journalistes devraient aller sur place pour entendre les paysans, mais on se fiche des paysans. C'est toujours pareil, les agriculteurs, tout ça, ça a été ravagé, leurs cultures sont en difficulté. Ils ont été drogués une chèvre. Donc vous avez ce témoignage que vous avez entendu hier et que je vous propose de réécouter à l'instant. Les teufeurs, comme on appelle ça chez nous, ils se garaient partout devant les hangars. Alors on était obligé de faire la gendarmerie toute la journée pour éviter qu'on puisse sortir avec les tracteurs, sinon on n'aurait jamais pu sortir. Ça c'était en premier temps. Après, le soir, ils ont fait la fête, ils sont rentrés droguer une chèvre un peu plus loin. Droguer une chèvre? Ah oui, droguer une chèvre, oui, ils ont drogué une chèvre. Ça, elle était reconnaissable. Hein. Ah oui, c'est garanti. Hein. Et ben, ils sont passés dans les cultures. Ah, il y a des cultures d'écrasés, il y a des blés qui sont passés dedans. On a une deuxième exploitation, ils l'ont fait sauver un veau, on a fait le récupérer hier. Il y a des déchets, ils ont fait leurs besoins partout sur les propriétés privées. À l'intérieur, on retrouve tous leurs besoins qu'ils ont été faire, quoi. D'accord, donc là c'est le toilette géant de la free party, quoi. Géant, vous pouvez y aller, mais vous allez vous salir les pieds. Là, il y avait plein de voitures, tu sais. Plein de voitures, mais jusqu'en haut, jusqu'à la remorque. C'était tout plein de voitures jusqu'en haut. Nous, je vous dis, on a obligé de faire la guerre pour pouvoir arriver à pouvoir rentrer chez ma mère. Ma mère, elle a 90 ans. Si elle arrêtait malade, n'importe quoi, il n'y aurait même pas plus d'ambulance ou les pompiers qui auraient pu venir. Hein. Et Laurent Nunez, évidemment, a pris la parole ce matin et a donné quelques précisions sur ce qui s'est passé dans cette rave party. Il faut que nos textes soient plus dissuasifs. Ça les fera réfléchir avant de faire ce type d'action. Il faut que ce soit délictuel, qu'on puisse avoir des gardes à vue, qu'on puisse poursuivre, y compris pour les participants. Quand vous occupez pendant 3-4 jours un terrain comme ça a été fait, avec de nombreuses dégradations pour les agriculteurs, pour les riverains, des nuisances pendant 3 ou 4 jours, vous ne pouvez pas être sanctionné d'une simple contravention comme une simple infraction routière. C'est pas possible. On visait les armées, parce que c'était sur un champ militaire. On visait le ministre de l'Intérieur qui, dont on le sait, combat les rave parties, les organisateurs de rave parties, parce qu'il est originaire de Bourges, né à Bourges, où il a toutes ses attaches, donc on vient dans le Cher. Voilà, je pense que la façon dont ils ont procédé mérite qu'on s'interroge pour savoir s'il ne faut pas monter en puissance sur le suivi de renseignement de ces groupes qui finalement créent des violences qui sont inacceptables. Mais en même temps, le verrouillage continue. J'ai vu qu'à la tête du Conseil d'État, Marc Guillaume, un très grand juriste, bien évidemment, légitime et bien préparé, a été nommé. Oui. Grand juriste, oui. Oui, sûrement. Il était attendu au Conseil d'État, il a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, il a été secrétaire général du gouvernement. Quand j'étais au gouvernement, c'est un grand serviteur de l'État. Et verrouillage, hein, homme de gauche. Quel encore. Verrouillage? C'est un homme de gauche. Quel verrouillage? Marc Guillaume, je ne sais même pas pour qui il vote. Ah bon? Vous savez de qui il était le secrétaire général au Conseil constitutionnel? De Jean-Louis Debré. Il était secrétaire général. En fait, c'est à chaque fois la même chose. Chacune de ces nominations prises individuellement, les profils sont tout à fait légitimes. Oui. C'est vrai pour Marc Guillaume, c'est vrai aussi pour M. Moulin, Emmanuel Moulin, qui va être à la Banque de France. À chaque fois, il n'y a aucun sujet sur leur profil. La seule question, c'est toutes ces nominations mises bout à bout donnent l'impression, en effet, qu'on veut un peu verrouiller les institutions avant de partir. Ça peut donner cette image-là, avec des profils marqués politiquement. Mais sûrement qu'il a de la qualité, et sûrement que c'est un grand juriste, bien évidemment. C'est un grand préfet de région. Mais sûrement. Je pense que, en fait, ils sont tous très grands, mais la France est par terre. Ah oui. C'est ça qui est quand même ennuyeux. Tous ces gens sont formidables, mais comme l'a dit très justement Richard Millet, le pays sombre. Alors, où on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cette analyse? Moi, je pense que le pays sombre. Également Richard Millet. Vous pas? Non. Bon, très bien, on n'est pas d'accord. Non. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Mais qu'est-ce qui va bien? Comme dans tous les pays. D'accord. Mais oui. Si on écoute votre émission tous les jours, on finit par se suicider. Enfin, c'est quand même incroyable de dénigrer à ce point la France et de dire que tout va mal, que tout est foutu. C'est incroyable. Enfin, je sais qu'il y a Éric Nolot qui vient souvent sur ce siège, en plus, qui est le chef du parti foutuiste, c'est ça? Foutuiste. Tout est foutu. Ben non, tout n'est pas foutu. En fait, non. Il y a beaucoup de choses qui vont très bien en France, ouais. Notamment l'entreprise, les initiatives privées, les chefs d'entreprise. Vous voyez? Ça va très bien. Ce qui ne va pas du tout bien, c'est ceux qui nous gouvernent. Ah. Voilà. Et qui font dans tous les domaines ce qu'il ne faudrait pas faire. Sur l'école, comme sur la sécurité, l'autorité, etc. Voilà. On peut être d'accord là-dessus ou pas? Non, pas du tout. Non. D'accord. Non. Donc l'école va mieux? Il y a des problèmes à l'école, oui. Il y a des problèmes. Des problèmes? Il y a des problèmes partout, comme dans toutes les démocraties occidentales, dans tous les pays riches, tout ne va pas bien. Et les gouvernants sont là pour atténuer les problèmes et trouver des solutions. Vous savez, c'est difficile de gouverner, Pascal. C'est facile derrière un plateau de télévision de dire que tout va mal. Il faut aussi être conscient des difficultés et du fait que les Français n'aiment pas trop le changement non plus. Parce que
Je sais que vous critiquez beaucoup le quoi qu'il en coûte, mais tous les Français étaient bien contents du quoi qu'il en coûte, hein, à l'époque. N'est-ce pas, Monsieur Blachier ? Moi, je pense effectivement que les Français sont réfractaires au changement. Et c'est vrai que souvent, quand on parle aux décideurs politiques, moi dans le domaine que je connais très bien, la santé, de tous les bords, ils sont d'accord avec les constats et ils ont essayé parfois de faire des changements. Et moi, je suis d'avis de justement mettre un peu les Français en face de leurs propres responsabilités. Et de leur dire, voilà, il y a les problèmes, donc plus ouvrir le jeu, être beaucoup plus transparent. Voilà ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Par exemple, dans le domaine de la santé, on sait qu'on va avoir un problème de financement. On sait que les soignants sont épuisés. Est-ce qu'on peut dire aux gens, est-ce que vous seriez d'accord d'être un peu moins exigeant avec les soignants, avec le système de santé ? Ça, c'est du courage. Et ce que je vois, notamment dans la santé, c'est qu'on va encore surpromettre. Et en fait, à force de surpromettre, de dire qu'on va pouvoir tout arranger, on évite de mettre les gens face aussi à leurs propres contradictions. Parce que vous allez faire des propositions, mais si après c'est un gouvernant qui fait la proposition, on va dire mais c'est hors de question. Donc je suis d'accord, c'est difficile de diriger. Et quand on les rencontre, on voit qu'ils connaissent les solutions et qu'en fait, souvent, les gens qui bloquent, c'est l'opinion publique. Voilà. Il faut aussi se regarder dans le miroir parfois, plutôt que de sans arrêt croire qu'il y a une solution magique. Laurent Nunez a parlé de l'entrisme et de solutions qu'il imagine. Écoutez-le. Il n'y a pas de concurrence. D'abord, l'entrisme, la lutte contre l'entrisme s'inscrit dans une continuité depuis 2017 qui a consisté à lutter contre le séparatisme et l'entrisme. L'entrisme, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt la mouvance des frères musulmans, du Miligoros turc, où on essaie d'investir la société avec l'apparence de la normalité, mais en réalité, le but qu'on a, c'est d'imposer une loi religieuse. C'est ça l'entrisme, c'est plus compliqué à cerner. Et le gouvernement travaillait à un texte. Monsieur Bruno Retailleau a quitté le gouvernement. Moi, j'ai été nommé ministre et j'ai repris le travail qui était en cours. Et donc, j'ai amélioré ce texte, je l'ai complété avec des mesures nouvelles. On l'a mieux réécrit, on a saisi le Conseil d'État pour être sûr de passer la rampe du Conseil constitutionnel. Bon. Parce que cet article 6, c'est un peu... c'est un article 6... Ça fait débat surtout à droite. David Lisnard en a parlé, Sarah Knafo également, parce que c'est un article qui permet de saisir, de geler les fonds et les ressources économiques d'une personne physique ou morale si on constate de la haine, de la discrimination et de la propagation d'idées. Mais on comprend que ceux qui veulent une liberté d'expression totale, comme David Lisnard ou Sarah Knafo, par exemple, s'insurgent. Sarah Knafo a pris un exemple en disant que, par exemple, avec cet article de loi, défendre la préférence nationale pour les aides sociales, eh bien, ça pourrait provoquer une saisine de vos biens. Donc, si vous voulez, l'article n'est pas problématique tant qu'il reste dans le cadre de la lutte contre l'entrisme islamiste, mais il pourrait s'appliquer à énormément d'autres grands thèmes sociétaux. Ça va être un sujet qui va être abordé, cet article 6. On ne va pas l'aborder ce matin longuement, mais je pense que ces prochaines heures, on va en parler. Même si visiblement, ces notions de haine et de discrimination permettaient déjà d'arrêter, pourquoi pas une chaîne, pourquoi pas une parole, etc. Ça existait déjà, c'est ce que disait... Il n'y a pas de passage devant un juge. Discrétionnaire, c'est la discrétion. Ouais, mais c'est ce que disait... Oui, mais ça existe déjà, paraît-il. Oui, c'est ce que disait M. Nunez. M. Nunez disait ça existe déjà. C'est-à-dire que vous pouvez fermer de manière administrative pour des propos de discrimination ou de haine, ça existe déjà. Donc c'est pour ça qu'il va falloir creuser.